Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans une somme de connaissances vraiment fascinantes. Absolument, oui. Ça vient directement des travaux universitaires du professeur Koudou Opadou et ça porte sur la gestion psychologique et les méthodes d'intervention auprès des élèves en difficulté. C'est un document fondateur, en fait. Totalement. Alors notre mission pour cette analyse, c'est vraiment de décoder la mécanique complexe de l'apprentissage humain. On va chercher à comprendre comment l'esprit trébuche, pourquoi ça bloque et surtout comment on peut l'aider à se relever. Et je dirais que bien que ce cours soit initialement pensé pour les inspecteurs d'éducation, le sujet touche vraiment quiconque s'intéresse à la façon dont notre cerveau acquiert de nouvelles compétences, ou même comment il gère l'échec. C'est clair, c'est une fenêtre grande ouverte sur la psychologie de l'apprentissage qui résonne avec ce qu'on a tous vécu. Ouais, c'est pas juste un truc de salle de classe. Ok, décortiquons ça. Parce que souvent, on a tendance à voir les difficultés d'apprentissage comme des simples retards. Tu sais, on se dit que l'enfant va rattraper le wagon. C'est l'erreur classique. En réalité, le professeur Opadou montre bien qu'on parle d'un groupe extrêmement hétérogène de problèmes cognitifs profonds. Ce n'est pas de la paresse ou de la distraction. Ce sont des failles qui touchent des piliers comme la lecture, l'écriture, les mathématiques et même la capacité à utiliser des stratégies d'apprentissage. Et justement, si on entre dans ce labyrinthe des apprentissages, les sources pointent directement vers le langage et la lecture. Il y a ce fait très précis qui m'a marqué. Mhm. Le fait qu'un vocabulaire pauvre, ça bloque carrément toute la communication de base. Mais le vrai coupable, celui qui prédit les problèmes de lecture futurs, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est ça, la sensibilité au son. C'est vraiment la clé de voûte. C'est fou de se dire que tout part de là. En fait, la mécanique de la lecture est d'une complexité inouïe. Il faut avoir une connaissance précise du système écrit, gérer le mouvement des yeux, ce qu'on appelle les saccades oculaires, et simultanément extraire et décoder l'information. Les yeux sautent de mot en mot pendant que le cerveau essaye de donner du sens à tout ça. Exactement. Et si la conscience phonologique est défaillante à la base, ce décodage devient un effort surhumain. En même temps avec l'orthographe et la calligraphie. Ce qui est fascinant ici, c'est la notion de surcharge cognitive. Ouais. Imagine un enfant qui doit se concentrer à l'extrême juste pour former les lettres sur le papier. Son geste graphique n'est pas automatisé. Donc il est crispé sur son stylo. Voilà. Et en plus de ça, on lui demande de chercher dans sa mémoire les règles complexes d'orthographe et de grammaire. Ça crée une perturbation émotive immédiate. La tâche devient tellement écrasante qu'il y a un blocage total. Le cerveau ne peut juste pas traiter autant de données simultanément. C'est physiologiquement impossible à ce stade pour lui, oui. Et ça nous amène naturellement aux mathématiques. C'est drôle parce qu'on se dit souvent que les maths, c'est juste compter ou faire des additions basiques. Alors que ça implique du raisonnement, de la logique pure, des statistiques, des probabilités. Et c'est là qu'interviennent ce concept global que le texte nomme les disharmonies cognitives. C'est un terme fort. Très fort, oui. Les disharmonies cognitives, ça regroupe tous ces problèmes invisibles d'organisation et de mémoire, que ce soit la mémoire à court terme pour retenir une retenue dans un calcul, ou à long terme pour récupérer une formule. C'est ça qui empêche littéralement la résolution de la tâche. Donc l'élève a les pièces du puzzle, mais il n'a pas la table pour les poser. C'est une très bonne image. L'infrastructure cognitive tremble. Bon, face à tous ces constats un peu effrayants, on fait quoi ? Heureusement, le document propose une vraie boîte à outils pour les interventions. Heureusement, oui. Et ça commence par la prévention. Les sources insistent sur la prévention primaire dès la maternelle et la prévention secondaire pour les milieux plus défavorisés, notamment en stimulant les enfants très tôt avec la littérature. Imprégner le cerveau de récit, c'est fondamental. Mais une fois que l'enfant est à l'école, il y a deux grandes approches qui ressortent, l'enseignement direct et la différenciation pédagogique. Tu peux nous éclairer là-dessus ? Bien sûr. La différenciation pédagogique, c'est par exemple proposer des choix de livres personnalisés à un élève pour contourner ses blocages et susciter son intérêt. On s'adapte à lui. On le prend par les sentiments, en quelque sorte. Un peu, oui, mais parfois ça ne suffit pas. Et c'est là qu'on utilise l'enseignement direct. C'est une structure beaucoup plus rigide et explicite. On va associer la nouvelle matière aux connaissances antérieures de l'élève. On va guider ses exercices pas à pas. Et surtout, on donne une rétroaction immédiate. Un feedback constant. D'ailleurs, c'est hyper clair quand le texte détaille les stratégies de lecture. On ne laisse pas l'enfant seul face au texte. On lui apprend quoi faire avant la lecture, comme survoler le texte, utiliser les indices visuels, les sous-titres. Tout à fait. Et pendant la lecture, on lui enseigne à utiliser le contexte pour déduire le sens. Et après, à synthétiser. On lui donne un mode d'emploi de son propre cerveau.
Mais tout ça, ça demande de l'énergie. Et le texte aborde un aspect hyper touchant. Le cycle de la motivation. Des élèves qui ont vécu échec sur échec, à un moment, ils arrêtent d'essayer. C'est le fameux pardon, c'est le mécanisme de défense par excellence. Pourquoi fournir un effort si la conclusion est toujours l'humiliation ou la mauvaise note? Ouais, ça brise le cœur. Pour relancer la machine, il faut leur prouver qu'ils ont le contrôle. Et ça passe par la fixation d'objectifs atteignables à très court terme. Des petites victoires. Exactement. Et on s'appuie beaucoup sur les ressources sociales. L'apprentissage coopératif en petits groupes hétérogènes fait des miracles. Le tutorat par les pairs aussi. Le fait qu'un camarade explique, ça enlève la pression de l'autorité de l'adulte. Que ce soit informel ou via des programmes formels, le fait d'apprendre avec un père désamorce énormément d'anxiété. Ce qui nous fait une transition parfaite vers ce qui se passe au-delà des apprentissages purs. Le comportement. Ah, la gestion de l'environnement. Oui, parce qu'un élève qui souffre cognitivement va souvent le montrer en perturbant la classe. Le texte parle des troubles du comportement, du TDAH, de l'impulsivité, et les recommandations sont hyper spécifiques. Elles sont presque contre-intuitives même. Oui, oui. Par exemple, instaurer des règles cohérentes, mais avec parcimonie, pas trop de règles. Ou l'idée brillante d'intégrer physiquement un élève difficile en plein milieu d'un groupe d'élèves qui se comportent bien. La pression sociale positive. C'est ça. Et pour l'élève anxieux, c'est encore plus délicat. Les sources disent clairement qu'il ne faut jamais le forcer à répondre. Et s'il se trompe, l'enseignant doit juste dire c'était un bon essai et passer très vite à quelqu'un d'autre. Pour lui éviter l'humiliation devant le groupe, c'est vital. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, tout repose sur la posture de l'intervenant. Ce qui nous amène à l'art très complexe de l'écoute active. Ah, l'écoute active, quiconque lit cette partie réalisera à quel point on écoute mal dans la vie de tous les jours. C'est une disponibilité totale, physique et émotionnelle. Les obstacles listés dans le document sont fascinants. D'abord, la rapidité de la pensée. On pense tellement plus vite que l'autre ne parle qu'on utilise ce temps pour juger ou préparer notre réponse. Au lieu de vraiment réceptionner le message. Ouais. Et il y a la fausse écoute. Tu sais, hocher la tête alors qu'on pense à notre liste de courses. Parce que le véritable effort d'écoute entre en conflit avec nos propres préoccupations internes. Et on ne peut pas oublier le biais où l'on entend uniquement ce qu'on avait prévu d'entendre. Ou pire, le fonctionnement par dichotomie. Ami ou ennemi. Voilà, on étiquette l'interlocuteur et l'écoute s'arrête instantanément. C'est un défi quotidien pour tout professionnel et pour tout être humain en fait. Mais parfois, même avec la meilleure écoute du monde, on ne comprend pas d'où vient le blocage de l'enfant. Et c'est là qu'on sort l'artillerie lourde pour mesurer et comprendre l'esprit, l'arsenal des tests psychologiques. Et là, il faut être très rigoureux. Le professeur Opadou divise ces tests standardisés en deux grandes familles fondamentales. Vas-y, explique-nous. D'un côté, on a les tests d'efficience. Ils mesurent les aspects cognitifs. Là, on a des bonnes et des mauvaises réponses. On cherche à évaluer la capacité de raisonnement, la mémoire, la logique. Le fameux Binet-Simon, par exemple. Exactement. Et surtout l'échelle de Wechsler, qui est incontournable. Elle ne donne pas juste un chiffre, elle est composée de plein de sous-tests. 12 sous-tests, pour être précis. Le document cite des trucs fascinants comme la mémoire des chiffres, le complétement d'images ou le test du labyrinthe. C'est ça. Et ça permet de voir exactement où la mécanique coince. Et d'ailleurs, le document mentionne aussi les tests de Pierre Rennes et de François Longiot dans cette catégorie d'efficience. Ok, donc ça c'est pour la machine intellectuelle. Et l'autre famille? Ce sont les tests de personnalité. Ils explorent les aspects affectifs et conatifs, donc la motivation, les émotions. Et la règle d'or ici, toutes les réponses sont bonnes. Il y a les questionnaires classiques cités comme le CSPF et le HSPQ de Cattell ou le questionnaire de Strong. Oui, mais les plus intrigants restent les techniques projectives. Ah oui, le TAT de Murray. Le test d'apperception thématique. On montre une image ambiguë à l'enfant et on lui demande de raconter une histoire. Comme l'image est floue, il va y projeter ses propres angoisses, ses propres envies. C'est brillant. Le texte parle aussi du dessin de famille de Louise Cormand, qui fonctionne sur le même principe. L'enfant dessine et révèle inconsciemment la dynamique de son foyer. C'est exactement ça. Mais du coup, avec toutes ces données, d'un côté des scores de labyrinthe et de l'autre des histoires projetées, comment on donne du sens à tout ça? L'interprétation. Et ça fonctionne sur deux axes. Le premier, c'est chercher la cohérence des constats actuels. Est-ce que l'anxiété vue dans le dessin de famille explique l'échec au test de mémoire des chiffres? On croise les données. Oui. Mais le deuxième axe est le plus important.
Il faut retracer l'histoire individuelle de l'enfant, la chaîne des causalités. Et c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Littéralement, étymologiquement, c'est le retour à la mémoire. Une collecte de données croisées. On interroge les parents, l'école, l'enfant lui-même. Le document liste des détails poignants. Les conditions de vie, la naissance d'un petit frère qui bouleverse tout, ou ce terme très visuel, hein, l'ATIM, la transplantation de la famille. Le déménagement, oui, c'est un déracinement. Sans parler des hospitalisations ou du deuil, des événements qui peuvent tout faire dérailler. Et le professeur Opadou souligne un point crucial. Un même événement n'aura pas du tout le même effet selon l'âge et le contexte biologique du sujet. La perte d'un repère à 5 ans n'a pas le même impact cognitif qu'à 10 ans. C'est une toile d'araignée tellement complexe. Complètement. En fait, si on résume ce voyage intellectuel qu'on vient de faire, on en est parti de la simple mécanique des yeux lors de la lecture, ces fameuses saccades oculaires, et on a plongé jusqu'aux profondeurs de l'histoire familiale révélée par l'anamnèse. Ça montre à quel point l'apprentissage est un écosystème fragile. Une disharmonie cognitive n'est jamais juste un problème de devoir non fait. C'est vrai, c'est profondément lié à l'environnement, au traumatisme, à la manière dont l'enfant perçoit le monde. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice, pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Puisque l'anamnèse démontre de manière aussi flagrante que chaque difficulté scolaire, chaque problème de comportement infantile est si profondément enraciné dans des traumatismes cachés ou dans l'environnement initial, Oui. dans quelle mesure nos propres blocages aujourd'hui en tant qu'adultes, nos difficultés de concentration au travail, nos réactions impulsives face à un collègue ou nos peurs de l'échec, dans quelle mesure tout ça ne serait que les échos invisibles de ces mêmes disharmonies d'enfance? Des disharmonies que personne n'a jamais pris le temps de décoder à l'époque. Exactement. C'est une invitation à s'auto-examiner, bien après avoir refermé ce document. Eh bien, ça donne matière à réflexion. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi aujourd'hui, c'était passionnant. Merci, le plaisir était pour moi. Et à très vite pour une prochaine analyse en profondeur.